Sachez que si on continue à augmenter les émissions de CO2, il n'est pas dit que les continents continuent à capter ce carbone excédentaire. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que le réchauffement climatique génère des incendies et une disparition du couvert végétal. Il n'y a plus de photosynthèse, mais il y aura encore les micro-organismes qui sont beaucoup plus résistants et ils sont responsables de 60 gigatonnes de carbone. Eux continueront à vivre et à respirer. C'est le scénario catastrophe où les puits deviennent des sources. La végétation, qui est aujourd'hui un puits, peut devenir une source nette de carbone s'il y a une disparition du couvert végétal. Au niveau des océans, on peut se dire que grâce au principe d'équilibre des pressions partielles, l'océan va capter plus de CO2. Maintenant, qui dit augmentation de la température dit aussi augmentation de la température des océans, dit donc peut-être moins de capacité à dissoudre le CO2. Je vous ai dit tout à l'heure que l'eau chaude contenait moins de CO2 que l'eau froide. Donc ça peut ne pas être si évident que ça, que les océans continuent à être un puits comme ils le sont aujourd'hui. Je vous parle rapidement des modèles climatiques du GIEC. Donc, on sait pas mal de choses. On sait comment va varier l'intensité du soleil. On sait comment vont varier la circulation des océans. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on est capable d'imaginer. Et les modèles climatiques du GIEC s'attachent à modéliser l'impact que pourrait avoir l'homme sur le changement climatique. Et pour cela, ils partent sur différents scénarios. Est-ce qu'on va avoir une croissance rapide ? Est-ce qu'on va se développer grâce à du fossile, grâce à du non-fossile, grâce à un peu des deux? Bref, il y a beaucoup de scénarios qui sont imaginés par le GIEC pour modéliser l'impact de l'homme sur le changement climatique. Et ça donne ces prévisions-là. Commençons par la courbe rose, qui est l'élévation de la température à concentration constante. Ça revient à dire si nous n'étions plus là, si on était tous morts, eh bien, la température continuerait à augmenter. Et pourquoi? Parce que les gaz à effet de serre, et en particulier le CO2, a une durée de vie de 100 ans. Le protoxyde d'azote, une durée de 120 ans. Le méthane, une durée plus courte, une douzaine d'années. Ceci explique que si nous n'étions plus là, les températures continueraient à augmenter. Et ensuite, vous avez les différents scénarios qui prévoient, en fonction des hypothèses de croissance, des augmentations de température. Ces scénarios sont en fait paradoxalement extrêmement optimistes. Ils n'intègrent pas la rétroaction socio-économique. Vous voyez par exemple la courbe rouge qui correspond à une consommation tout le temps accrue des énergies fossiles, à une augmentation de la température de 5 degrés. Il n'est pas du tout évident que 9 milliards d'habitants, avec une consommation d'énergie dont la croissance est constante, avec des augmentations de température et donc des zones plus ou moins propices, n'aboutissent pas à des conséquences socio-économiques dramatiques. On va prendre le scénario A1B qui prévoit une augmentation moyenne de 3 degrés à horizon 2100. Dire que ça va augmenter de 3 degrés ou de 4 degrés ou de 2 degrés, ça ne veut pas dire que ça va augmenter partout de 2 degrés. C'est une moyenne. C'est important de garder en tête qu'il y aura des variations et plutôt fortes entre les régions et aussi entre la terre et la mer. On peut déjà partir du principe qu'il y aura un facteur 2 entre les océans et la terre. La masse des océans étant beaucoup plus importante et donc l'augmentation de température moins rapide. Une autre chose dont on peut être certain, c'est que la température va augmenter beaucoup plus rapidement au pôle. Pourquoi? Parce que les émissions de gaz à effet de serre se répartissent de manière homogène dans l'atmosphère. Or, au pôle, la teneur en vapeur d'eau est beaucoup moins importante qu'à l'équateur. Plus de température, donc plus d'échanges d'eau. Généralement, l'eau ne reste pas plus d'une semaine dans l'atmosphère. Donc, on peut supposer qu'il va y avoir plus de précipitations. Les modèles ne se prononcent pas encore dessus, mais on peut supposer qu'il y aura donc plus de phénomènes climatiques violents. Pour conclure sur les risques liés au changement climatique, ces risques ont été identifiés dans le cadre du rapport Stern qui a été publié en 2006. C'est 1/6 de la population qui est exposée au risque d'inondation. C'est le déclin des rendements agricoles pour les pays pauvres, des stocks de poissons qui s'amenuisent dû à l'acidification des océans, des risques de famine pour entre 100 et 500 millions de personnes, des risques de maladies accrues, disparition de 15 à 40% des écosystèmes à partir d'une hausse de la température du globe de 2 degrés.
Et puis vous avez les impacts économiques. Les coûts de l'action peuvent se limiter à 1% du PIB. Sans action immédiate, des risques de perturbations majeures pour l'activité économique et sociale, qu'on peut associer aux grandes guerres et à la dépression économique de la première moitié du XXe siècle. Rien de bien joyeux nous attend si on laisse les choses continuer telles qu'elles sont. Le plan pour le développement durable, c'est quoi? C'est de stabiliser et de faire décroître au plus vite les émissions. Vous avez les évolutions d'émissions et l'augmentation de la température qui va avec. C'est simple. Si on atteint notre pic entre 2000 et 2015 et qu'on diminue entre 85 et 50% le niveau des émissions de 2050 par rapport à 2000, on pourra limiter l'augmentation de la température entre 1,8 et 2,4 degrés. Sur le scénario 6, on retombe sur ce qu'on a vu sur la partie énergétique, à savoir que si on tape dans le charbon, on aura notre augmentation de la température qui pourra aller jusqu'à 8 degrés par rapport à la température pré-industrielle. Diviser les émissions par 2 au niveau mondial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire atteindre la barre rouge. La barre bleue, c'est si on est 9 milliards. Donc vous voyez que la France, on est à 2 tonnes et qu'il faut passer à une demi-tonne. Ce qui explique le facteur 4 qui a été lancé dans le cadre du plan climat. C'est bien l'émission de carbone par habitant. Ce n'est pas par pays, c'est par habitant. C'est les émissions du pays divisées par la population du pays. Donc on voit qu'il est possible, sans vivre beaucoup plus mal qu'un Australien, d'émettre 2,5 fois moins de CO2. Maintenant, ça veut aussi dire qu'il faut quand même diviser par 4 les émissions du pays. Une demi-tonne équivalent carbone, juste pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 3 iPhones, c'est 30 kg de veau, c'est 1 net par Rio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir après. Et donc quand on a acheté nos 3 iPhones, après on n'a plus le droit de manger, on n'a plus le droit de se chauffer, on n'a plus le droit de s'habiller, on n'a plus le droit de se déplacer, etc. Pourquoi vous parlez de la demi-tonne? Pardonnez-moi? Par rapport à quoi la demi-tonne? Bon, la demi-tonne, c'est en fait notre quota. C'est le quota, c'est la barre rouge. C'est la barre rouge, c'est en gros, dans un monde idéal, équitable, et vers lequel on essaye de tendre dans le cadre du plan climat, on a le droit à une demi-tonne de carbone. Je voudrais vous parler rapidement des conséquences de ce double constat, contrainte énergétique et contrainte climatique. La démarche bilan carbone qui a été mise au point. L'objectif, c'est de mesurer et agir. Faire un bilan carbone, c'est prendre l'élément carbone comme dénominateur commun et de pister, grâce à ça, notre dépendance et notre impact. Pour cela, comment on fait? On prend des données d'activité, on le multiplie par un facteur d'émission et ça nous donne les émissions de gaz à effet de serre de l'entité. Donc l'objectif, c'est bien de mesurer l'impact maximum sur l'effet de serre et notre dépendance. On peut rester dans le cadre du périmètre juridique de l'entité, mais on peut aussi aller au-delà. Et il est même recommandé d'aller le plus loin possible. C'est comme ça qu'on sera à même de dire quel est notre impact ou notre dépendance maximale en termes d'impact carbone.